Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour une nouvelle rencontre à la Bibliothèque Gulbenkian. La Bibliothèque Gulbenkian de la Fondation Carlos Gulbenkian Délégation en France est ravie d'accueillir l'artiste portugaise Gabriela Albergaria qui, depuis 1999, expose régulièrement dans le monde entier. Elle a réalisé de nombreuses expositions, installations au Portugal, en Italie, au Canada, au Brésil, en Allemagne, construisant sa carrière, selon Fabio Cipriano, de façon nomade, puisqu'elle a vécu en Allemagne, en Angleterre et actuellement elle vit en Belgique. Pour dialoguer avec Gabriela Albergaria, la commissaire d'exposition et critique d'art Silvia Guerra, la chercheuse Chiara Vecchiarelli, également critique d'art et commissaire d'exposition. Silvia Guerra et Chiara Vecchiarelli sont les fondatrices de Board Curators United, un projet qui voit le jour en 2021 et qui naît de l'exigence d'exposer l'art contemporain durant une période de restriction. Pour les accompagner, Marie Rebecki, maître de conférences en esthétique et histoire du cinéma à l'Université d'Aix-en-Marseille et membre du laboratoire d'études en sciences des arts, l'ESA. Nous vous saluons chaleureusement, toutes les quatre, et vous remercions toutes pour avoir accepté notre invitation pour cette rencontre-débat autour de l'exposition de Gabriela Albergaria, What is the Color of Green, actuellement ici, à la Bibliothèque Gulbenkian jusqu'au 10 avril. Nous rappelons que cette exposition de Gabriela Albergaria, What is the Color of Green, est une proposition du Centre national édition Art Image CNAI, qui a été lauréat de la deuxième édition d'Appel à projet Exposition Gulbenkian en 2021, que nous saluons chaleureusement. Comme vous savez déjà, cette présentation sera enregistrée et mise en ligne plus tard via le site de la Fondation Carlos Gulbenkian Délégation en France et via nos réseaux sociaux. Mais quelques mots avant de passer la parole à nos invités de ce soir. L'idée de cette exposition, What is the Color of Green, de Gabriela Albergaria, est née sous forme de workshop au Centre national édition Art Image CNAI, à la Cité internationale universitaire de Paris et dans son parc, lieu d'élection d'une rencontre de regards autour d'une seule couleur, le vert. Ce workshop s'est poursuivi en extension sous forme d'exposition à la Bibliothèque Gulbenkian en dialogue avec ses collections. Ce soir, nos invités nous parleront de la nature que l'artiste Gabriela Albergaria privilégie dans son œuvre et dans son travail. Afin de mieux comprendre la dimension de la nature dans l'œuvre artistique de Gabriela Albergaria, il est peut-être important de décrire la nature. De quoi parlons-nous quand nous abordons cette thématique? Quel est l'intérêt des artistes d'aujourd'hui pour la nature? Plus généralement, quel est leur rapport avec cette source d'inspiration de laquelle naît une œuvre artistique? Peut-on parler de prise de conscience, de préoccupation environnementale au cœur de l'art de Gabriela Albergaria? Voilà, je vous laisse toutes ces questions et je vous passe la parole. Merci beaucoup. Pour cette introduction. Alors, je vais dire quelques mots en anglais et puis on va jongler un peu entre l'anglais et le français, principalement le français. Alors d'abord, on est ravis, Silvia Guerra et moi-même, les commissaires de l'exposition, d'être en dialogue avec toi, Gabrielle, qui te joint à nous depuis Bruxelles, depuis ton atelier à Bruxelles, avec Marie Rebecki, qui est connectée de Lausanne en Suisse. Et avec Raquel également, qui est présente avec nous, la scénographe de Board Curators United. Et voilà, je passe à quelques mots d'introduction en anglais, après lesquels nous allons procéder en dialogue avec Gabrielle en posant des questions et voilà, pour entrer dans ce mode. Donc, I'm here, as I was saying, with Silvia Guerra.
with the other BCU. Together we have created Board Curators United, and as BCU we are co-curating this project. So I would like to begin. I would like to thank on behalf of Board Curators United as well, and Gabriela, the Fondation Carlos Gulbenkian Délégation en France, who supported the project. Our hosts in Paris today, Isabel de Barros, who is in charge of the communication of the foundation, Cristina Costa, who is the coordinator of the Gulbenkian Library, and librarian Ana Paula Corti. We would also like to thank the director of the Fondation Carlos Gulbenkian Délégation en France, Nurullah Saleh Silva, and Ophélie Julien Laferrière, who's the project manager for the foundation. So last but not least, our thanks also go to our third BCU member who's here with us, as I said, Raquel Estroso, who's been in charge of the scenography of the works that you can see behind us, and which we will discuss together, about which we will discuss together. So I'm very happy to also welcome Professor Marie Rebecki, who's connected with us this afternoon from Switzerland, as I was saying, where she presently is, having just given birth to her first child, if I may, and a few days ago. So a huge thank to Marie for joining us in this special time in her life. So Marie is professor in the art department at the University Aix-Marseille, and has been long interested in theoretical notions and art practices that resonate greatly with that which is at stake in Gabriela's own practice. That is, an approach to art making and our understanding of the world that suggests to stand on this side of the supposed separation between nature and culture, between humankind and nature, a conceptual separation that has long been shaping our Western discourse that positions us outside of nature. So Gabriela's art practice questions such a divide, such a divisive notion, and oftentimes does so through the practice of drawing. So the very practice that is central to our project and has made the focus of the workshop, that has been the focus of the workshop led in the park of the Cité Internationale Universitaire de Paris as the first moment of our project. So what is the color of green, the title of our exhibition, can seem a paradoxical question, since green is indeed a color, and since we know, as we know, and furthermore, because we know what color it is when we say, when we mention the color green. But do we really know what color it is? And if we know what really is the meaning of green? So, which is to say, what are the conceptual dimensions and the symbolic associations that the color green carries with it? So it goes without saying, green is the color to which we associate the notion of nature. And here is where this title takes us. So the paradoxical dimension of the title, What is the Color of Green?, aims at exposing the very structure of a paradox in which our theories and philosophies have mostly been dwelling, that has had a bearing at the same time on our representation of nature and of the place that we assign to ourselves in the world. So a world that, as I was mentioning, has long been intended as a world of separation rather than connections. So by working on our representations of what separates and what connects, by emancipating the color from a narrow and divisive understanding of the world, the practice of Gabriela Albergaria questions such a divide, and by doing so joins one of the great themes of our present. So briefly, let me just add that the question, what is the color of green, as is often the case with questions, takes us to one step further to another question, that is, where is the color of green? So where is located the color of green? Is it in the world? Does it coincide with matter, as French philosopher Henri Bergson held it? Is it external to our mind, or is it internal to our minds? It is a philosophical problem of the duality between body and mind, between the intellect and the senses, that is at stake here. So where is the color located, inside or outside our mind? Or is it perhaps in an in-between, in a space that we can only access by looking at things differently?
So in order to understand, Gabriela seems to say we first have to look. And it is no coincidence that this with an exercise of the gaze that Gabriela has proposed to participants of the workshops that were invited at the very beginning of the project, What is the Color of Green, this project started. So I would like to ask Gabriela to share with us his experience to begin our conversation together. And so my question would be, after this first few words of introduction, how did you understand your workshop and what impact did it have on your own practice? So shall I speak in English or French? Okay, I'll speak in English. Okay. So the beginning, when we were talking about this show or this project, started in a very in a dynamic way. So we were talking about the idea of working together, doing a project, and when it came this idea of doing the project with CNAE and with the space where CNAE is, I was thinking always that I don't know if it came first, the CNAE, or if it came first, all these ideas. I know that we were talking all the time about this, and I had in my mind something that was clearly something that I would like to work on. And it comes from an idea of, it starts with a trip that I did to the Amazonia, going through the Black River, mm-hmm. and watching all that facade of green in the borders of the river. And I remember one story, one of the guys that was working, I was in this trip with a group of scientists, and mm-hmm. we were collecting some species. And when we were going to collect some of them, I was very astonished because they could distinguish between one and the other. And they would always telling me, oh, collect that small green one. And I was like, okay, everything is green. Which green are you talking about? And then suddenly it became clear in my mind that when you are dealing with another language, that is not, it's the language of science. You also have to develop your sense of observation. And this sense of observation became like the most important. I think it's, mm-hmm. for me, it's very, very important, connected with all subjects, meaning science or art, of course, and whatever subjects we are talking. So this idea, then with Sylvia and Chiara, we just decided, okay, let's do something around this. And the workshop became an idea in the moment that I started thinking about the observation of what we see in front of us. And can be whatever, you know, but we just decided to use the park that you had there. We had the park there. We could also have participants that could be, for instance, students of medicine or whatever subject not related specifically with art. And this could be a challenge for me and for them. So I just decided to organize a very simple workshop where it's a drawing workshop, because drawing is my main language as an artist. And I decided to do this workshop giving a little bit privilege to people that didn't know how to draw, and also had not the use to observe the things in the same way. And I just decided to have very simple materials like pencils, color pencils, watercolor, pastels, and things like that that are usually in the most simple language of drawing, and also not only most simple, but traditional, because I like this idea of using traditional elements and try to pervert a little bit this tradition and try to join different layers of senses. So like a palimpsest, you know, like we use traditional materials, we use traditional languages of representation, for instance,
but we have to think in a different way. And how can we deal with this? And this was my starting point with the participants, were teaching them a little bit how to use these materials. And for that, it's very traditional materials. And then go outside, try to do, to observe what you have around you in a way that you are not used to do. So go more close, go more far away, try to distinguish shades, and try to see what you can do with this. They could write. They were not, it was not mandatory to draw, but of course everyone was drawing. But now seeing all the drawings in the end, I saw that some of them also wrote some things, because sometimes it's not only the representation that is important, it's just the way you have, you transform what you see. And for me, it was very interesting, because when I came back to my studio, I realized that I had also done the same kind of exercises that I was proposing. And suddenly I was dealing with old ideas that I had never developed, and new ideas, meaning that I knew the drawing, I forgot totally to draw like this. You know, I know how to draw, but after a certain time, you draw the way you deal with your work, like in a personal language, but you sometimes forgot to go and bring other languages to your own language. And this made me go back and forward. And suddenly I had all this panorama of languages that I could join. And it was the first time I did drawings like I did in Gulbenkian. It was mixing layers of drawings on the top of each other, using different shapes, different and collage, almost. Collage of everything is drawing, is not collage of magazines or anything. But this kind of thing, for me, it's very related with an idea from the Middle Ages that is called predella. I don't know the name for this in French or English. It's a way of telling a story. You remember this from old churches and things like that. You have one big image in the middle, and then you have small images on the side, or you can have even those doors that close, and you have different images. And this is a way, it's a very, in a way, cinematic way of telling stories. And so my drawings, they were a little bit that, you know, these drawings, they deal a lot with this predella structure of the Middle Ages, of representing a story or a narrative or something like that. I hope I answer you. Yes, I'm every time that you speak, Gabriela, I'm learning more on your work, because I have read all your books, your catalogs, but it's always a learning process. It is. Chiara spoke about this green in and out, and you spoke about that your tool is to draw. So by drawing this, you are in and out the nature. So it's your way of waving it, the nature, if we were doing a big tapestry. So I like this idea that, for me, I was still not so aware of this medieval kind of many layers of reading. And when I see your collage here behind us, I can see that. I can see this kind of windows that are open with these pieces of the drawings that are not what we see outside, that are maybe those that you see in your mind, but do this assemble. So we are in the library, so we have books that express all this green in words, in poetry, in your own images of works. And I would like, because we had, during all these weeks, we have lots of visitors. Last Wednesday, because we are here all the week Wednesday, so if you still want to come, me and Chiara, we are here, sometimes Raquel also. And the last Wednesday, I had a visitor of young teachers to become professors of elementary schools.
So for them was also a way of an example of an exhibition, a practical exhibition where they could bring kids to draw, to put themselves also the question. I gave us like an example of a book for a professor who don't teach us, that is the Ignorant Master of Rancière, because I think you should always learn with your students, not only the opposite. So I think we learn with you. This is what I like in these projects, that are this big process that passes from a library to a garden, to an artist, to curators, to a wall that was created behind us that could move, is that we are in a progress. And in our moment, in this society where we live after pandemics, with pandemics, no pandemic, we need really to try to integrate all the layers that are in this walking together. So this is not really a question to you. This is a way of integrating, let's say, a philosophical part that we have also here with the two philosophers and the librarians, but also with the people that are very in the concrete things, like those that come here, like the kids that can see also this exhibition. Your approach, and I think that then we can also ask that Maria say her questions also, is what is your favorite public to your exhibitions? Do you have a favorite public? What are the persons that you like to deal with? That's a very nice, talk, what you said. First, I didn't mention the library, and the library was, when we were deciding the place where to show, it became immediately for me an idea that it could be super interesting to join everything, because books are also one of my mediums of studying. You know, I study a lot, or I research a lot. It's not the same research that probably you do, but it's in my way. So I'm never interested in reality 100%. I'm interested in the other percent of fiction as an artist, but the books are extremely important for me. So I can go from fictional books to very scientific ones that I understand nothing. But this is important for me. This is the word. The word is very important. Even if I'm not very good, for instance, to write, when you are, both of you, presenting my work, I'm always astonished with the things you say, because I could never say those things. It's not, words are not my my medium, but I read a lot. And this idea of having the drawings that are research in a library, that is also a place where research is done, for me was extremely important. And to be able to have books that I can make people relate with the theme, or go further. You know, people can just go further, and they could see my other works, but they could also see other books that most of you, Sylvia, did the big research in the library, and I thank you a lot. Because they were incredibly good. I knew most of them, but it's good to have them all together there. And so this, to go to your specific question, the kind of public that I like to have is people that I like to create relations with the people, that they come and learn something, or they don't, even if they don't like, they have a reaction. You know, and I like a lot that people that don't know, they are not coming from the art background, that they can go and they can somehow build a relation with what I'm saying. In this case, I'm very interested in this relation between man and nature, and the sense how men can control nature, and how nature can control us. And in this sense, I think it's all the research I do, for instance, learning languages from gardening, from agriculture,
they go sometimes to those more simple languages that can communicate with people, because I'm not talking about philosophy, for instance. Most of the people, for instance, if I use a very difficult word or a more knowledgeable discourse, they will feel afraid. And in the sense of having people coming to see my work, I like to keep it very, very simple. You know, like even if the things are more complex, so I like a lot to have kids coming to see the shows, and I like to talk with them. I like to talk with old people also, because usually old people, they never go to exhibitions in the same way, or they have lots of prejudices with what they see, and of course when there's groups of students, it's a different thing. I would have loved to stay there to one or two of those I don't know, just to talk a little bit with those students and the teachers, and I don't know, yeah. Marie, oui. Ouais, juste avant de passer la parole à Marie, before passing the word to Marie, just wanted to bounce back on what you both said, because I found it very beautiful, this idea that emerges from your with Sylvia's comments and your reaction to it, that this exhibition is perhaps the invention of an in-between size specificity, in the sense that your work started, as we said, in the park, between the trees and in the green of the Cité Internationale Universitaire de Paris with these participants. So it's specific to this place, like most of your projects are, specific to gardens, to nature, to a specific situation in the world where we're not the only agents. There are plants, there are animals, insects, the weather, and so it's what could be simplified and reduced in the notion of nature. But then it is also site-specific to knowledge, as I said, because of all the books that are here. And in this work, you bring together this site specificity as a whole. You're standing really with this idea, like by this idea of yours, of positioning the work and your proposal for our understanding of the world on this side of the separation, before the separation between nature and culture, and doing it like via the exhibition, through the exhibition, in such a simple way, in such a direct way, with the works that are here dialoguing with the books. And also, I may add this detail. The selection, we thank, of course, the Gulbenkian Library for having participated in the selection, which was also made by Sylvia and then by us together. And the books that were chosen, they were chosen for their relationship to the notion of green on many different levels. It could be the form, just because they are green, it could be the content, because they have a bearing on notions of nature. And even in the choice of books, this idea of like this in-between space that is like always already not separated, if we can say so, is manifested. But this was just to bounce back and show my appreciation for this idea. And so I would ask Marie to. Thank you, Chiara. Thank you, Sylvia, Gabriela, Christina, for inviting me to this talk. And I shift to French. It's good for you, I think. Okay, je passe au français là. Et voilà, donc merci à toutes encore. C'est magnifique de découvrir ton travail, Gabriela. Donc, j'aimerais commencer notre conversation en fait autour de ton travail, tout en abordant un lien entre l'écologie des images, la pratique artistique, et c'est ce qu'on peut appeler la révélation, la rémunération de la nature par de différentes techniques en fait, qui tu utilises, donc la sculpture, l'installation, la photographie, les dessins.
Et je reviens un peu au discours que Chiara vient d'introduire sur la séparation culture-nature, mais voilà, je vais introduire un peu cette question qui m'intéresse beaucoup autour de ton travail sur l'écologie des images, justement. Donc, si tu veux, en fait, la nature, vous l'avez dit très bien toutes en introduisant le travail de Gabrielle, la nature est au cœur de ton travail. Donc, c'est toujours une nature qui est manipulée, qui est cataloguée, qui est modélisée. Donc, on la voit dans toutes ces formes de manipulation, je dirais, mais aussi de documentation, d'enregistrement. Et c'est un aspect qui m'intéresse énormément. Et je pense aussi que ton travail, en fait, ça c'est assez évident, s'intéresse beaucoup à l'écologie, même à la botanique, à l'architecture du paysage, à l'histoire du jardinage, sur laquelle je vais revenir peut-être après, et surtout sur une question aussi que je trouve très très intéressante, la domestication du vivant. Je vais revenir aussi. Mais sur tous ces domaines en fait d'expression et de recherche, ça entrecroise de manière parfaite. En fait, j'ai découvert en fait, les sujets de mes recherches actuelles. Donc, ça veut dire, j'essaie aussi de partager voilà, ce PowerPoint, comme ça vous voyez aussi quelques images. Voilà. Je disais que, voilà, comme vous voyez là, tous ces thèmes entrecroisent très bien mes sujets de recherche actuels, donc comme l'idée d'une nature comme manifestation technique dans l'art contemporain. Et finalement, je pense que c'est quelque chose que tu abordes dans ton travail et qui était au cœur de cet ouvrage que j'ai co-dirigé avec Teresa Castro et Perry Pitrou et qui m'a vraiment fait penser à ton travail. Donc, c'était un peu pour ça. L'autre occasion dans laquelle j'ai vraiment travaillé sur ces thématiques et qui m'ont aidé à comprendre un peu ton travail, c'était la manifestation sur l'écologie des images, justement, à laquelle Chiara aussi a participé l'année dernière. Donc, surtout dans ces contextes du Festival Hors-Piste, à l'époque, j'avais demandé aux intervenants de réfléchir autour du discours des rapports entre image et écologie. Et je pense que quand j'ai vu ton exposition « What is the color of green ?» et à la bibliothèque du Gulbenkian, justement, j'ai tout de suite pensé en fait que ton travail pouvait rentrer d'une manière très cohérente dans ces discours autour de l'écologie des images. En fait, finalement, une pensée écologique des images est une pensée par image des rapports à ce qui nous environne. Et donc, je pense que c'est ce qui nous entoure entretient un rapport avec toute image capable de documenter, d'enregistrer la vitalité qui parcourt les êtres vivants. Et donc, voilà, c'est cette vitalité qui est révélée par des différents médias, comme dans ta pratique, surtout les dessins, tu viens de le rappeler, la sculpture, etc. Donc, finalement, l'écologie des images nous révèle à ces différents milieux de la vie, surtout végétal, si on pense bien sûr à ton travail, à tes œuvres. Et dans la complexité de ce milieu végétal, en termes d'écosystème, si souvent nous échappe. Donc, ton travail est fondamental aussi pour nous rappeler, pour remémorer, comme je le disais tout à l'heure, finalement, cette complexité de différents milieux de la vie. Donc, ma première question, concerne justement ton rapport, les rapports de ton travail à l'écologie des images. Et je me demandais, en fait, si c'est ton rapport à la nature est toujours un rapport médié par les différentes techniques. Donc, un rapport qui passe par les dessins, la sculpture, l'architecture, donc les différents médias, si tu veux. Et donc, si la question d'une écologie des images dans ton travail pourrait être abordée à partir d'une idée que j'ai beaucoup aimée, une idée proposée par Johanna Neves dans son texte très beau, From Topology to Utopia, où elle dit que ton travail, surtout tes méthodes sculpturales, permet de parler de la culture, donc des cultures, comme une nature seconde. Et en même temps, de la nature comme une forme architecturale et graphique. Donc là, on voit exactement cette nature qui est révélée par des médias graphiques, sculpturales, etc. Donc, je me demandais si tu, en fait, es d'accord de parler de ta pratique artistique en termes d'écologie des images au moment où, en fait, on peut parler des médias qui organisent la nature, en fait, la documentent, la registrent, la façonnent d'une certaine manière. Donc, voilà, je m'ai posé cette question parce que c'est vraiment au cœur de mon travail. Donc, voilà.
Merci Marie. Je me rappelle très bien de cette partie du texte de Joanna parce qu'on a vraiment on a travaillé beaucoup autour de la façon de comme je travaille. Et ça, c'est une chose que je peux te dire, c'est vraiment te faire une description des choses qui sont importantes pour moi quand je travaille et comment est-ce que je les fais. Parce que ça, je pense, tu peux donner un peu plus une réponse pour les questions. Pour moi, c'est très important le voyage comme le moment pour faire une recherche et en même temps pour découvrir. Par exemple, je te dis que par exemple, la première fois que j'étais en Afrique, c'était très, très pas confortable du tout. J'aimais pas le son, j'aimais pas l'odeur, c'était vraiment pas confortable. Au bout d'un moment, j'ai dit, OK, je suis ici, je vais voir comment est-ce que je vais m'adapter, qu'est-ce que j'ai besoin pour m'adapter et pour apprendre à aimer cet endroit. La chose qui est plus importante pour moi à la fin, c'est que j'ai besoin pas presque aucune chose que je connaissais avant dans ma vie, dans la ville. Et je dois apprendre toutes les choses une autre fois. Et vraiment, c'était une leçon incroyable. Et ça, à partir de ça, c'est ça que j'aime de faire. Tu sais, c'est voyager, visiter un jardin, visiter un square dans une ville, visiter un jardin botanique, visiter quelque chose et apprendre quelles sont les choses particulières et que normalement tout ce que je connais avant, c'est ça, je n'ai besoin pas et apprendre une autre fois. Ça m'a donné vraiment c'est très important. C'est très important pour construire tout ce discours de relation avec la nature. Et la façon que j'ai construit, par exemple, les pièces sculpturelles qui sont différentes de dessin, sont que quand je arrive dans un endroit, je cherche des situations et j'essaie de parler avec des gens qui travaillent dans l'endroit. Cette relation, qui c'est une relation sociale, c'est aussi une relation très intéressante. Je ne sais pas comment dire ça, mais ça m'intéresse beaucoup, mais ça m'intéresse d'une façon de découvrir comment est-ce que je vais, par exemple, parler de ce jardin ou de ce coin-là que ça m'intéresse avec quelque chose de quelqu'un qui est là déjà et qui connaît beaucoup plus que moi. Donc, et par exemple, je te dis, la première fois que j'étais dans un jardin en Allemagne, qui est un jardin historique, c'est un jardin historique et qui, après la redéfinition des borders, je ne sais pas comment dire en français, des frontières, la moitié du jardin était dans l'endroit occidental d'Allemagne et l'autre de l'autre côté. Et tu peux voir, il avait une petite rivière qui faisait une séparation. D'un côté, c'est pas permis de faire de la pêche. De l'autre côté, il avait tout le monde à faire la pêche. Il avait toute une question incroyable de relation avec la nature, que c'est totalement différent. Et il avait une chose très intéressante, c'est une pont construit jusqu'au milieu de la rivière. Et cette pont, c'était construit avec une façon très dure, je ne sais pas, avec des screws, des choses comme ça, avec le bois très gros. Je pensais, si je fais quelque chose autour de ça, je vais utiliser ce langage, parce que c'est un langage tellement fort. C'est un jardin historique, c'est un jardin très joli, mais il y a une histoire tellement forte que j'ai besoin de quelque chose de fort aussi pour construire une pièce autour de ça. Donc après, j'ai commencé à travailler autour de l'idée, par exemple, des greffes dans les arbres.
avec une idée de comment, Ça, oui, une greffe. Et j'ai pensé, OK, en même temps que c'est une greffe, c'est aussi une sculpture. J'ai besoin de la mélange des langues entre sculpture et entre nature. Donc, j'ai utilisé le langage. Mais c'est ça, j'ai utilisé les coupes qui ont fait dans l'arbre, comme dans la greffe normale. Les sections, ouais. Les sections normales, la même chose, l'intérieur de la peau qui se touche pour que ça peut coller et continuer à grandir. Mais en même temps, c'est une sculpture, elle ne doit pas tomber. Donc, j'ai utilisé les mêmes vis que j'ai trouvées dans ce jardin en Allemagne. Parce que ce sont les niveaux de langage qui m'intéressaient beaucoup. Et c'est ça tout le temps qui arrive. Par exemple, cette image que tu vois là, ça devient vraiment une chose que j'ai découvert dans toutes les façons de travailler les forêts, principalement dans le nord et aux États-Unis aussi. Mais il y a quelques forêts vraiment plus sauvages, on dit sauvages, qui n'ont pas aucune... elles sont l'endroit pour aller visiter, mais pas trop. Pas trop. Elles sont laissées un peu nature. Et ça devient une chose qui s'appelle, c'est comme un nurse log. Un nurse log, c'est comment il laisse dans l'administration des forêts, il laisse quelques arbres pour qu'un autre écosystème recommence. Et je pensais, quand ils m'ont invité à faire cette expo, je pensais, qu'est-ce que je vais faire? Il y a tellement d'arbres morts que je dois faire quelque chose avec les arbres morts. Parce que l'expo, c'est pendant l'hiver et un peu pendant l'été. Il y a deux façons de voir les jardins. Normalement, les gens ne vont pas voir les jardins très jolis pendant l'hiver. Et je pensais, mais moi, j'aime beaucoup l'hiver et je pense que c'est vraiment important. L'hiver dans la rénovation des plantes et de la nature. De la vie, oui, c'est ça. De la vie donc, vraiment, c'est ça. Donc, ils ont coupé cet arbre qui était mort depuis, je pense, 50 ans, une chose comme ça. Je voudrais pas la toucher, la mouver d'endroit. Donc, elle est tombée dans l'endroit où je l'ai fait la pièce. C'est vraiment comme, OK, ils ont coupé, je vais construire ici quelque chose. Donc, j'ai fait autour, j'ai mis la terre, j'ai construit toute une espèce de situation pour que l'écosystème va continuer à vivre. Oui. Et j'ai fait des petits détails qui ne sont pas vrais du tout, qui sont des greffes avec autres branches qui sont d'un autre arbre qui était mort à côté et que j'utilisais pas. J'utilisais seulement les petites branches. Et ça, pour moi, c'était vraiment voir comment on peut communiquer une chose OK, c'est une chose qui est morte, mais en même temps, c'est une chose qui va donner vie une autre fois. Bon, et c'était très simple. Il était là pendant 1 an. Et à la fin d'un an, là, il y a des petites choses qui ont grandi autour. On avait un texte aussi pour expliquer un peu. Parce que moi, j'aime beaucoup l'idée d'expliquer un peu les choses comme ça à des gens qui n'ont pas l'habitude de voir l'art. Et c'est toujours une question d'observation, toujours une question de calm down. Je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas comment dire de notre façon, mais c'est quand on voit quelque chose et on a le temps de le voir vraiment, on comprend. Mais il y a des fois qu'il n'y en a pas l'habitude. Le mot, c'est beaucoup plus fort aujourd'hui. C'est la lutte entre le mot et l'image est très fort. Et j'utilise le mot beaucoup de fois pour faire un peu une espèce de... C'est pas une explication, mais c'est vraiment continuer le travail. Je pense que tu as parfaitement, disons, tu n'as pas touché les mots écologie, mais tu as parfaitement décrit à travers ton processus, ta manière de travailler,
qu'est-ce que c'est exactement une écologie des images pour toi, en fait? Parce que tu te plonges dans un environnement, tu l'observes, en fait, et avec, disons, tes connaissances culturelles aussi, ta technique, parce que finalement, tu l'appelles langage, c'est très intéressant, tu révèles tout ce que tu vois autour de toi. Donc, c'est parfaitement à travers cette description de ta pratique que tu as, à mon avis, parfaitement répondu à ma question. Donc, voilà. J'avais une autre image que j'aimerais montrer et voilà, j'étais là. Et oui, que j'aime beaucoup, en fait, si tu peux revenir sur cette exposition, mais par rapport à une question assez, disons, détaillée autour des herbiers. Voilà. En fait, c'est ce qui m'intéresse parce que dans ton travail, c'est ce que j'ai remarqué, tu essayes toujours de mettre en évidence, de collecter, de regrouper, de classer, de cataloguer en fait des spécimens naturels. Tu l'as dit, tu l'as décrit tout à l'heure en introduisant ton travail. Et en fait, tu utilises des modèles, des couleurs, des formes, etc., pour les transformer, les décontextualiser ou, à mon avis, d'ouvrir des perspectives politiques, esthétiques autour du paysage. En fait. Oui. Souvent, c'est ça. Donc, je me demandais, parce que dans la tradition des herbiers, les herbiers sont essentiellement des études taxonomiques des plantes, on le sait, qui permettent de déterminer la comparaison de spécimens. Je pense que tu fais tout autre travail. Et dans cette exposition, je trouve magnifique, à laquelle tu as participé en 2018, si je ne me trompe pas, c'était une expo présentée au Brazilian Museum of Sculpture and Ecology, in São Paulo. Et là, en fait, l'exposition s'inscrivait dans les cadres de recherche scientifique sur l'origine des forêts amazoniennes. C'est ça, coordonné par un biologiste, dans laquelle les artistes invités ont été amenés en expédition en Amazonie. Et en fait, là, tu avais catalogué les couleurs et les différents matériaux des échantillons collectés pendant cette expédition. Et j'ai lu une déclaration magnifique de toi où tu disais en fait que quand on prépare des plantes pour en extraire l'ADN, et donc pour créer, finalement, pour collecter, pour voilà, faire ce travail de collection et de catalogation d'échantillons de plantes, en fait, c'est une pratique qui est complètement différente de celle des herbiers. Pourquoi? Et tu as dit, en fait, parce que là, on n'a pas besoin des formes, mais on a plutôt, disons, besoin de la dimension aussi de la couleur, par exemple, qui est très forte dans ces travaux. Et donc, pour revenir à l'expo que Chiara et Sylvia ont organisée avec toi à la Fondation Gulbenkian, je me disais, en fait, s'il y avait déjà un lien très fort autour de la question des couleurs qui forment, en fait, des herbiers qui sont des herbiers sans forme, en fait, et qui sont fondés plutôt sur cette dimension des taches de couleurs qui sont à la base, en fait, de l'ADN de plantes sur lesquelles tu travailles. Donc, voilà, je me demandais cette relation critique et différente, d'une certaine manière, avec la tradition des herbiers. Bon, je t'explique un peu, oui. C'est très intéressant parce que moi, j'aime beaucoup les herbiers. J'aime beaucoup aussi les livres de voyage des scientifiques qui font les voyages des travelers, des voyageurs depuis le 18e siècle, 19e siècle. J'aime beaucoup, j'ai une collection de petits cahiers. Et cette œuvre-là, c'est un des travaux que j'ai fait après être invitée par Lucia Lohmann, qui est une scientifique au Brésil. Elle m'a invitée, moi, un photographe et un filmmaker, oui, un réalisateur. Un réalisateur, pour les accompagner à faire cette étude de champ. C'était vraiment une étude dans un bateau, un terrain, oui. Et c'est un projet qu'elle a avec un autre scientifique, c'est le USP. USP, c'est l'Université de São Paulo avec le Jardin botanique de New York. Et ils ont fait ce travail autour de l'idée de découvrir le début de l'Amazonie.
Et la chose plus importante, c'est qu'ils ont réuni tous les scientifiques de beaucoup de différents champs. Un ornithologue, avec un géologue, et l'idée, c'est mélanger la connaissance, et vraiment, c'est une chose nouvelle dans la science, parce que normalement, un groupe fait une étude, l'autre fait autre étude, et c'est vraiment séparé. Donc, ici, et moi, j'aimais quand elle m'a invitée, et elle m'a dit qu'il y avait tellement de gens dans le projet et qu'ils avaient beaucoup de différents voyages à faire. Elle m'a invitée pour un voyage. Et j'étais très contente d'être invitée, même si ça peut être un peu difficile parce que c'est la même chose. Par exemple, dans la rivière Noire, mon ordinateur ne marchait pas, ma caméra digitale, elle ne marchait pas aussi bien parce que c'est l'humidité. Ça fait que tous les travaux, tous les matériels comme ça, ils ne marchent pas très bien. Donc, je savais ça déjà parce que j'étais en Colombie avant et ça m'est arrivé déjà. Donc, je savais et je sais. J'ai tout le temps avec moi des petits cahiers pour faire le dessin. J'ai tout le temps des crayons. J'ai tout le temps matériel qui sont matériels et qui n'ont pas de problème avec le temps. Donc, j'ai fait leur idée était de faire la récolte de quelques plantes que je ne connaissais pas du tout. Et je ne savais pas qu'est-ce que je dois faire dans ce milieu parce qu'il faut trouver ton endroit dans un groupe scientifique parce que tu es invité, mais je ne suis pas une photographe, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec tout ça. Donc, j'ai décidé de faire la même routine qu'ils avaient. Donc, me réveiller à 4 heures du matin, prendre le petit déjeuner, aller dans des petits bateaux à faire les récoltes. J'ai fait les récoltes des mêmes plantes. J'ai fait la même chose qu'ils ont fait, mais l'après-midi, je travaillais pour moi autour des choses qu'ils ont récoltées. Ouais. Et j'ai trouvé que dans le deuxième étage du bateau qu'il y en avait, ils ont transformé ça dans un laboratoire, vraiment avec des petits glaces, comment c'est fraîche, je ne sais pas comment dire ça, des petits, des choses qui sont dans des liquides, des petits, oui, c'est ça, des petits plantes dans les liquides. Donc, j'ai vu que la forme, la texture, la couleur, elles se perdent. Ah. Et donc, je pensais que je vais faire un peu comme Humboldt. Je vais arriver à faire, tu sais, toute la texture avec frottage, des choses qui sont vraiment très simples et très qu'on connaît depuis que nous sommes petits. Oui. Avec le dessin. Et la couleur, c'était la chose plus difficile. La couleur, parce que les plantes, elles se dégradent très rapidement dans ce climat-là. Donc, si je prends à 6 heures du matin une feuille, à midi, elle est déjà presque noire. C'est pas comme, par exemple, j'ai ici une, elle est verte tout le temps parce elle est sèche dans mon cahier. Elle n'a pas aucune lumière, elle n'a pas d'humidité. Mais là-bas, c'est totalement différent. Donc, c'était mon travail très rapide de prendre la couleur. Et la couleur, ça m'a donné vraiment... j'ai des autres relations avec les couleurs, mais dans ce travail-là, c'est vraiment... ça a devenu une chose que nos regards voient. Et ça fait une différence entre les objets qu'on collecte. Et même les herbiers, ils perdent les couleurs. Tu vois, la plupart des herbiers, ils perdent les couleurs. Donc, je pensais que je me rappelle de voir les petits cahiers de Humboldt. Oui. Qu'il a fait ça, Ah, oui? Il a des petites choses comme ça, des couleurs, et il décrit la couleur.
c'est Prussian, Blue, blablabla. Il décrit. Et ça m'a donné c'est un chant c'est un chantement, c'est presque comme un chant. Oui, enchanté avec le détail que je ne connaissais pas, tout ça, et que je ne pensais pas dans le même. C'était important dans cette situation-là, où la couleur disparaît. Oui, dans le terrain que j'étais, tu vois. Et c'est un peu ça que ça m'a donné un peu OK, il y a les scientifiques qui font une étude, c'est très sérieux, c'est très complet, mais à la fin, il y a beaucoup de choses que même la photo, elle donne pas la même chose, tu sais. Donc c'est un peu ça, cette idée de construire une pièce qui c'est en même temps une fiction et une réalité. Tu sais, c'est vraiment ça. À la fin. Là, en fait, oui, c'était vraiment la palette des couleurs. C'était l'une de pièces qu'il t'avait montré lors de cette expo. Il y en avait plusieurs. Oui. Moi, j'avais choisi celle-là parce que ça m'a rappelé beaucoup les travaux que tu as présentés avec Chiara et Sylvia. Donc, voilà, d'une certaine manière, oui, c'était un peu ça. Alors, je voulais peut-être conclure avec une question autour de jardin. Est-ce que je peux juste te dire une chose? Ah oui, bien sûr. C'est que avant que je perde la pensée. Oui, bien sûr. Moi, j'étais dans la... Oui, non, mais je te laisse continuer. C'est très intéressante ta question. C'était que quand Gabrielle disait qu'elle a dû écrire comme Humboldt quel était le vers pour le décrire, ça veut dire que c'est le côté subjectif quand même par le dessin et par le langage qui nous approche d'une réalité qui est très subjective quand même, à chaque fois, n'est-ce pas? Et aussi, il permet en fait, de chercher une subjectivité différente, au sens que, voilà, peut-être on désubjectifie, on se désubjective par rapport à une subjectivité figée. Donc, même à l'idée que le verre, c'est, je ne sais pas, ce n'est que ça, avec tout le respect pour cette magnifique publication. Voilà, c'est une idée figée du verre et donc de la notion qui va avec, et que ça peut nous aider, voilà, à trouver à chercher ou à comprendre, puisqu'elle est probablement déjà là, une subjectivité qui est plus partagée, plus en relation, moins séparée, et par rapport à laquelle on apprend de la nature. Pendant que vous parliez, je aussi pour après laisser le temps à Marie de poser sa dernière question. Il y avait voilà, différents aspects de ta pratique et de tes récits qui me reviennent à l'esprit. Et d'abord, bon, pour me réinsérer sur cette idée très belle d'une greffe entre nature et culture, donc d'apprendre un langage, une technique qui est une technique voilà, de la nature, mais encore, je dis nature en supposant que la nature n'est pas l'humain, ce qui témoigne de combien cette idée de séparation est inscrite en nous, parce qu'en fait, voilà, toute l'idée est ça, de chercher un point en deçà de cette séparation. Mais voilà, il y a très fort cette idée chez toi, dans ta pratique, il me semble, d'apprendre du monde végétal, d'apprendre, ou bien d'apprendre de ceux qui sont plus en dialogue avec le monde végétal. Une de tes publications inclut, ça c'était ton choix, beaucoup de récits, de témoignages de jardiniers, par exemple, de ceux qui n'auraient pas forcément voilà, la parole ou l'accès au lieu privilégié de la parole. Et je trouve ça très beau que dans ce catalogue, dans ce très bel ouvrage, il y a ça, il y a la parole imagée de la nature, il y a la parole de ceux qui vivent le cycle de la plante, qui connaissent voilà, sa vie, sa mort, son renouvellement. Oui, ça c'est une chose qui c'est très important pour moi. Et même, par exemple, quand je travaille avec les gens qui sont avec moi ou avec qui j'apprends les choses, c'est très important de les avoir, si je peux les avoir dans les petits livres que je fais aussi. C'est important d'avoir leur parole en première personne. Parce qu'ils ont normalement, par exemple, ce bouquin que tu parles, c'est de Oxford Botanic Garden. C'était on a fait une espèce de catalogue des arbres.
mais j'ai vu que la plupart des gens qui travaillent avec les arbres, elles connaissaient beaucoup de choses. Elles connaissaient vraiment beaucoup. Et ils n'avaient pas ils n'avaient pas comment est-ce que je dis ça en français? Elles étaient oubliées. Elles étaient totalement oubliées. J'ai appris, oui, elles étaient invisibles. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses avec lui parce que je peux aller dans les bouquins, apprendre dans la bibliothèque et tout ça, mais il y a une chose que c'est très joli de voir, c'est, et je lui demandé de trouver la plus belle arbre pour lui. Quelle est la relation plus importante avec chaque arbre qu'ils avaient? Donc, chacun a choisi une arbre et ils ont fait un petit texte autour de ça, très simple. Et j'ai réussi à le mettre dans le livre, qui était un peu difficile de convaincre les gens à faire ça, mais à la fin, j'ai réussi. C'est vraiment important d'avoir les différents discours en même temps. Ils sont tous importants. Oui, sont tous... Oui, oui, c'est ça. Et en même temps, c'est une chose intéressante que qu'on parle autour de ça. Et moi, j'ai tout le temps la conscience que je suis occidentale. Et quand j'ai une éducation vraiment forte autour de certaines choses, et je dois faire un énorme effort d'aller dehors, moi, pour me détacher un peu de ça et apprendre une autre forme. Quand je suis dans l'Amazonie, quand je suis en Colombie, quand je suis en Afrique, c'est tellement différent. Et c'était ça qui m'a fait commencer à lire anthropologie et des études. Je ne comprends pas beaucoup d'anthropologie, le sens philosophique, tu sais, parce que c'est pas... mais j'aime incroyablement la façon que les anthropologues ont de parler des différentes cultures d'une façon qu'ils essaient d'être pas d'avoir un monde comme le centre, tu sais, avoir un point de vue comme le centre. Et ça j'aime beaucoup, essayer d'avoir beaucoup de différents points de départ et être pas dans les idées très dures, cimentées, tu sais, avoir un peu d'ouverture. Et c'est aussi, ça devient un travail sur la relation à la relation. Je trouvais ça très beau dans ce que tu disais, que tu allais chercher la relation du jardinier à la plante. Quelle est la spécificité de cette relation-là? Et dans la critique, l'autocritique, à notre occidentalité, à tout un bagage conceptuel qui nous définit et avec lequel on a forcément qu'on veuille aussi s'en prendre une distance par rapport à ce bagage qui est notre interlocuteur premier. Il me semble, cet élément très fort de chercher, de faire un travail sur la relation, qui est une relation à plusieurs relations, à plusieurs modes de relation. Et de là aussi, ton questionnement, par exemple, ta recherche sur la relation, sur ce qu'on peut apprendre de la relation chez les champignons, par exemple. Oui, les champignons, le mycélium, et ça tous m'intéresse beaucoup comme début. Et comme les choses qu'on a étaient tellement oubliées, elles étaient tellement oubliées que et maintenant il y a tout le monde que fait de recherche autour des mushrooms, comme le début du monde, non comme le début le début de toutes les choses. Ça m'intéresse beaucoup, mais c'est une conversation. Ça va donner beaucoup. Là, du coup, dans l'enthousiasme, on s'est inséré. On va laisser la parole à Marie. Oui, mais c'est tellement agréable de vous écouter échanger sur ces thématiques. Mais d'ailleurs, je vais revenir justement, Chiara a parlé des relations, sur une dernière relation entre les jardins et les paysages. Je pense c'est un peu au cœur de ton travail. Et donc, je m'ai demandé, en fait, parce que tu considères les jardins comme des systèmes, des représentations, finalement. Les jardins, on le sait, sont l'une de nos plus anciennes formes de production des images de la nature, finalement. Donc,
Et dans ces images, dans ces sens, en fait, les images des jardins et des espèces végétales que tu emploies sont utilisées en fait comme des dispositifs. Et là, Aurélien, la première question, des dispositifs pour révéler des processus, des changements culturels à travers lesquels en fait se produisent des visions de la nature. Donc, les jardins, c'est vraiment ces dispositifs-là pour toi, souvent. Donc voilà, j'étais fascinée par l'un des derniers textes de Jacques Rancière autour de ça, les temps du paysage aux origines de la révolution esthétique, voilà, et qui traite beaucoup ces questions de relation entre la politique du paysage, la question de la naissance esthétique aussi des jardins à la fin du XVIIIe siècle. Donc, et là, en fait, dans ce texte, Rancière rappelle que Emmanuel Kant, dans la critique de la faculté de juger, définit en fait les jardins comme l'art du bel arrangement, donc bel arrangement des produits de la nature. Donc, finalement, il affirme que l'art des jardins est une catégorie de la peinture. C'est assez bizarre parce qu'en fait, nous, on voit tout de suite la relation jardin-architecture et non. Il dit en fait, les jardins sont liés, sont sous-catégories de la peinture et parce qu'en fait, les jardins sont liés à un art de la représentation des apparences sensibles. Donc, apparemment, un art qui revient à la question de la mimésis de la nature et qui n'a rien à voir avec la politique. Et c'est ce que je vois dans ton travail, en fait, c'est quelque chose de très loin de ce que disait Kant à l'époque, parce que je vois en fait que dans ton travail, nous pouvons parler d'une politique du paysage, donc dans laquelle les paysages deviennent une forme de représentation de la réalité politique et culturelle. Et tu viens de le dire dans tous tes voyages, en fait, c'est ça, j'imagine, quand tu vois un jardin, c'est ça, de voir aussi la ressemblance et les différences entre les systèmes culturels dans lesquels tu es plongé quand tu voyages. Donc là, où tu te plonges. Donc là, je me demandais en fait, quel est pour toi faire de la politique à travers ton observation des jardins. Aussi, il y a cette dimension politique, d'une certaine manière. Ah oui, je pense nature, c'est politique. C'est une chose culturelle aussi. Je trouve que la nature, c'est vraiment une chose qui est en communication avec l'homme, et l'homme est nature, nature est l'homme. Je ne comprends pas les choses séparées. Et il y a des gens qui travaillent beaucoup autour de ça. Philippe Descola, oui, j'aime beaucoup tout son travail, même si je ne comprends pas tous, parce que je ne suis pas de la même langue, mais j'aime beaucoup ce qu'il dit autour de cette relation. Et je pense que, par exemple, tu vois cette image-là, image, c'est une image de Redwoods. J'ai fait un voyage aux États-Unis. J'ai voyagé jusqu'à San Francisco et après, avec une voiture, j'ai fait toutes les petites bourses de Redwoods originelles qui ont. Donc, j'ai fait tout ça et tu dois avoir la permission et choses pour aller dans quelques endroits. Et tu vois toute une dimension de forêt qui c'est vraiment différent, par exemple, de la forêt à côté de la ville, par exemple. Quand tu es plus loin, il y a une relation différente. Ils ont, par exemple, toute cette forêt a été coupée. Il y a beaucoup de choses qui ont été coupées par les premiers colons. Et après, ils ont décidé de les laisser pour venir une autre fois sauvages. Et cette dimension entre sauvage et une chose qui est travaillée, pour moi, c'est politique. C'est politique tout ça. C'est la façon comme on touche la forêt. Qu'est-ce qu'on fait comme je trouve que c'est pas seulement les jardins, tout ce qui sont seulement une représentation, mais il y a des fois aussi les forêts qui sont représentation de cette relation. Comment est-ce que je peux dire Ah, tu as ton bébé. Oui. Ça a ton bébé.
C'est bien, si tu dois aller. Mais c'est pas le jardin était le premier type de travail que j'ai commencé à faire, donc j'ai appris beaucoup et j'ai commencé à travailler le jardin comme une façon de représenter la nature. Après, quand j'ai continué à travailler, j'ai trouvé que les paysages, mais comme imagine l'Amazonie, Redwoods, euh, Grand Canyon. Je dis ça des États-Unis parce que j'ai fait des voyages incroyables, j'ai trouvé des endroits incroyables. Tu sais. Et ça m'a commencé à faire toute une chose qui est on touche le paysage et on touche la nature comme on a besoin. Tu sais, et tu sais, même dans les théories contemporaines d'écologie et tout, je trouve que le mieux, c'est qu'on n'existe pas. C'est qu'on n'existe pas dans la nature, mais on existe. Donc, cette relation, c'est vraiment important. Et s'il y a une relation entre deux éléments, l'homme et la nature, c'est déjà une politique. Relation politique. Une relation politique. Comme dans la dimension écologique, il y a toujours une dimension relationnelle et politique, forcément. Donc, exactement. Tu sais que je vais terminer avec seulement un petit détail avec l'écologie. Je jamais parle beaucoup autour d'écologie parce que je fais partie d'une génération avec qui l'écologie était très mal utilisée. C'est écologie pour vendre, écologie pour le système de vendre. Et moi, maintenant, quand j'écoute écologie, ça me fait un peu de OK, qu'est-ce que ça veut dire écologie? Je sais qu'ici, on parle dans une façon beaucoup plus philosophique, mais comme personne, tu sais, comme un human being qui est autour avec beaucoup d'autres choses autour de moi, non? Écologie, c'était tout le temps un peu écologie pour vendre. Et j'habitais beaucoup de temps à New York. Et à New York, c'est incroyable. Tout ce qui est vert, tout ce qui est, ça devient branché, et ça m'a énervé beaucoup. Ça m'a vraiment, et c'est pour ça un peu que je comprends parfaitement. Toute l'écologie militante, c'est pas tout à fait l'idée d'écologie des images dont on voulait parler. C'est vraiment deux choses différentes. Mais par contre, les droits de la nature, c'est une chose qu'on pourrait parler après. Le droit de la nature, c'est une chose que je commence maintenant à voir et à lire beaucoup autour de ça, principalement de l'Amérique du Sud, et ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup. Ça vient dans un chemin qui m'intéresse beaucoup. Ça s'ouvre, comment dire, un champ de recherche, même un débat énorme autour des droits de la nature, les droits que les forêts, disons, même maintenant, on discute beaucoup du fait que les forêts réclament un salaire, en fait. C'est comme d'être rétribués comme des êtres humains. Donc, on a ça, comment dire, on pourrait vraiment... Je suis tout à fait d'accord et merci pour cette réponse. Merci. Merci aussi, Marie, et merci à tous. Moi, je pense on pourrait parler des heures. On pourrait parler des heures. On est ici avec livres de bibliothèque. Moi, ça m'a fait beaucoup penser aussi à ces questions de mémoire, de prendre ce tronc d'arbre à Sheffield mort et faire cette relation avec ces clous brutalistes que tu as vu dans le pont. Et croiser, tu vois, le langage de l'homme avec cette nature qui est un mot créé par l'homme aussi. Hein. Et on a tous ces plans à étudier. Mais en même temps, je me dis que cette exposition ici, faut la regarder, il faut venir ici, il faut bien toucher les livres, il faut bien les regarder, il faut bien voir tes œuvres. Et une des choses que là, en vous écoutant, et en t'écoutant, je pensais à, et Marie parlait de cette culture, cette écologie visuelle, je me disais, mais un non-voyant, comment est-ce qu'il va percevoir le vert? Comment est-ce qu'il va, quelqu'un qui est né aveugle toute sa vie, est-ce qu'il va créer
cette notion de verre par ses mains, par une texture. Qu'est-ce que tu me C'est dirais? très intéressant. Oui, oui, oui. Pour moi, c'est la texture, mais c'est aussi l'odeur. Parce L'odeur. que l'odeur du verre est vraiment différente de l'odeur de l'eau, par exemple. Donc, si on va pour un langage un peu plus physique, tu sais, un peu plus physique, par exemple, si on coupe un morceau un petit, une feuille, par exemple, une branche, il y a de l'odeur et ils sont différents. Ils sont vraiment différents. Et ça c'est quelque chose qu'on peut déjà mélanger, par exemple, avec la sensibilité du tact des mains. C'est une chose ça serait très intéressant à faire aussi. Oui, essayer de ne pas représenter, mais essayer seulement d'écrire, utiliser le langage pour travailler ça. Une belle question qui porte sur une idée potentielle de décolonisation de la culture visuelle par rapport voilà, à toute la rose des possibles et des manières d'entendre vers lesquelles nous nous penchons maintenant. S'il y a une sensibilité effectivement par rapport à celle relativement récente qui a beaucoup fait de discours écologique, etc., qui commence à s'ouvrir, mais c'est la pointe de l'iceberg. Il y a une infinité de modes de connaissance, de savoir, d'appréhender le monde et les relations que nous ignorons. Mais la question de Sylvia, elle vient aussi d'un élan concret que Sylvia a eu, parce que effectivement, et là, Sylvia un jour a mis dans l'espace, ici, a laissé à la bibliothèque un vaporisateur d'odeur de forêt. Et donc, les visiteurs qui viennent peuvent, même un visiteur aveugle peut, grâce à l'élan de Sylvia, peut avoir une idée. Sylvia, elle amène à amener des graines, des odeurs. Non, moi j'aime beaucoup parce que ça, c'est la vraie... c'est la vraie continuation de l'expo. Tu sais. Ah ouais. Dans tous les sens. I throw things and then. Et par rapport, peut-être pour conclure, par rapport à bon, après, on ne va pas tout dévoiler pour ceux qui viendront. Il y a des petites perles, des petites pépites, même juste les marque-pages ici, des graines. Je ne veux pas dire plus. Oui. Mais par rapport à cet aspect tactile, ce que Deleuze appelait la vision haptique aussi, hein, la tactilité qui se dégage, la tactilité de la vue, hein, on reste dans le champ visuel, mais on est dans une dimension tactile, l'activation de cet autre sens. Et peut-être qu'on pourrait conclure là, sauf si voilà, vous avez d'autres commentaires, d'autres élans ou étonnements. Ici, découvrir l'exposition a tout un parcours donc, qui demande d'errer un peu dans l'espace. Et ce qu'on ne voit pas immédiatement dans l'exposition en rentrant, c'est un peu une surprise, mais si j'ai bien compris, ça a été un peu une surprise dans le processus pour toi aussi, Gabrielle. Oui. On a une première série de dessins, ceux qui sont derrière Sylvia et moi ici. Enfin, vous voyez partiellement des petits fragments, mais après, derrière, on rencontre, si on explore, on rencontre des autres dessins. Et voilà, je te laisserai peut-être dire en conclusion quelques mots. Oui, ça c'était une découverte et c'est le moment dans l'atelier où les matériaux que j'utilise commencent à parler uns avec les autres et avec moi. C'est un moment où je commence à faire des choses où je me donne la liberté de faire. Et après, ça peut arriver quelque chose ou pas. En ce cas-là, ça arrivait beaucoup de choses que j'aimais et j'ai continué. J'ai commencé à faire des dessins, à frotter les matériaux dans la page, les couleurs dans la page avec les doigts. Et j'ai commencé à travailler tous avec les mains. Et après, j'utilisais le crayon au-dessus, ici. Et ça a été pour moi, au début, c'était seulement une chose très, comment est-ce que je peux dire, parce que je veux presque manger ce dessin, parce que ça me fait du plaisir de le faire, tu sais, ça me fait beaucoup de plaisir de le faire. Et après, je le laissais un peu parce qu'il faut, pour moi, c'est
pour savoir s'il y a quelque chose ou pas, je le laisse normalement quelques jours avant de le voir une autre fois et voir s'il m'a surpris ou pas. Et ça, les couleurs, c'est une autre chose. J'ai découvert c'est différentes couleurs dans un poudre. C'est un poudre de pigments colorés. Et ça fait aussi une autre relation avec le matériel, avec les choses que et en même temps, ça m'a aussi comme on a l'habitude de prendre le crayon comme ça, et notre geste devient un peu éduqué. Il a une éducation. Quand je commençais à travailler avec les mains, j'ai aucune éducation dans mon geste. Et ça, c'est toute cette relation qui m'a fait que j'ai découvert en faire le dessin et qu'après j'ai décidé de le montrer parce que ça fait partie de toute la investigation, recherche, je sais pas quoi, de faire le dessin comme ça. Et pour moi, c'est bien d'avoir un type de dessin dans un côté et l'autre type de dessin d'autre côté. Parce que ça fait comme une espèce de chemin. Ça fait un chemin, ça fait une logique d'évolution. Et je dois dire que maintenant, dans cet atelier, je mélange tous. Une autre fois, je ne sais pas si ça va arriver à quelque chose, mais c'est une chose très bien d'avoir fait le workshop. C'est vraiment cette communication. Parce que je ne sais pas si ça arrive avec tous les artistes, mais de temps en temps, quand nous sommes tout le temps toutes seules dans l'atelier, ça peut arriver que on se ferme dans notre propre monde, pas peut-être dans la tête, mais dans la façon de faire, parce que tu commences à faire des choses que tu connais déjà. Et moi, j'aime beaucoup de contrarier ça. Si je peux contrarier ça, je le fais. Mais après, il faut aussi savoir si ça arrive à aucune chose, parce qu'on peut faire ça et ça peut être mois et mois de travail que tu n'aimes pas à la fin. Mais ça fait partie. Je pense que ça fait. Et le système de travail que j'aime, c'est ça. C'est un peu ça. Ouais, c'est une très belle dernière conclusion, cette idée aussi d'un apprentissage du geste. On voit ça dans d'autres pratiques contemporaines, dans la danse par exemple, oui. Où c'était déjà là quelque part dans les années 60 avec les premières expériences, Simone Freud qui apprenait des mouvements animaux. On le voit encore dans la danse contemporaine, alors dans la relation du geste qui passe par la connaissance de l'animal, cet apprentissage qui vient qui se situe avant le langage. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on apprend d'une couleur? Qu'est-ce qu'on apprend d'un arbre? Comment est-ce que ça passe par ce geste qui finalement a un rapport encore plus direct et certainement moins médié que le langage à la vérité, à une réalité. Et donc, là, le reality test, il se fait en deçà, en fait. Oui, Marie, je vois que Marie... Oui, je voulais juste, malheureusement, je dois vous quitter, mais je voulais vous remercier encore énormément. Chiara Silvia de m'avoir aussi fait découvrir ton travail, Gabrielle. C'était vraiment merci Marie. Et fascinant. Donc, voilà, je vais vous quitter, mais voilà, c'était magnifique. Donc, merci Marie. Et apprendre ton langage. Voilà. Oui. Ok, voilà. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir à tout le monde. Et je laisse peut-être que celles qui tiennent la librairie concluent. Isabelle, Christina. Alors, c'est l'heure de la conclusion. Je pense que vous auriez encore beaucoup de thèmes fascinants à traiter autour du travail de Gabriela Albergaria. Une fois de plus, un grand merci à nos invités, à l'artiste Gabriela Albergaria, à Sylvia Guerra, Chiara Vecchiarelli, Marie Rebecchi pour cette belle rencontre. Vous avez toutes contribué à dévoiler l'univers artistique de Gabriela Albergaria. Merci aussi à notre collègue Isabelle Barge et à tous ceux qui sont de l'autre côté. Nous vous rappelons que l'exposition What is the Color of Green restera jusqu'au 10 avril à la Bibliothèque Gulbenkian, au cœur de la Cité internationale universitaire de Paris, à la Maison du Portugal.
À titre d'information, le Centre de création contemporaine Olivier Debré à Tours met actuellement à l'honneur les femmes artistes portugaises dans l'exposition Tout ce que je veux, artistes portugaises de 1900 à 2020, une exposition inaugurée l'été dernier à la Fondation Carlos Gulbenkian à Lisbonne, organisée par les commissaires Helena de Freitas et Bruno Marchand, recouvrant différents genres, peinture, sculpture, dessin, azulejos, installations, films et vidéos, et dans laquelle Gabriela Albergaria est exposée. Une exposition dans le cadre du programme général de la saison croisée Portugal-France à ne pas manquer jusqu'au 4 septembre. À toutes, merci et merci à tous. Merci. Merci.